merci à toi, Alain. Donc, on a écouté un bon exposé. Un travail qui comprend deux parties, une partie théorique, une partie expérimentale sur les anneaux durs et dotés. Bon, il y a beaucoup de résultats, que ce soit dans la partie théorique ou la partie expérimentale. Et si on veut vraiment rentrer dans les détails des choses, on risque de passer beaucoup de temps là-dessus. Donc, je laisse la parole au monde des juristes pour poser les questions. Et je vais commencer par le professeur Hadjouja de l'Université d'Ain. Merci, Monsieur le Président. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier Ahmed pour la clarté de son exposé, très clair, et bien structuré et pédagogique. Je vous remercie aussi pour la bonne rédaction de votre esprit, qui était bien rédigé, bien présenté. Sincèrement, j'ai essayé de trouver des choses, des oublis, des erreurs de frappe, et j'ai pas trouvé. Donc, bravo. Le sujet que vous avez traité, c'est un thème d'actualité. C'est un thème d'actualité. Surtout que les anneaux, donc c'est un composé qu'on peut utiliser pour plusieurs applications, en allant dans de la détection UV, les LED, la conversion photovoltaïque, et aussi les capteurs de gaz. De plus, le Z-anneau, donc c'est un composé qui, disons, qui coûte pas cher, qui n'est pas toxique et qui est abondant dans la nature. Donc c'est un composé donc, très important qu'on peut utiliser dans plusieurs applications. Donc vu l'importance du sujet, donc on a des éclaircissements à vous demander. Voilà, donc, et je vais commencer par, malheureusement, la numérotation des Japon n'est pas très claire. Donc j'ai essayé de suivre, mais je n'ai pas pu. Hein. Donc je crois que Diapo 9. Je vais te montrer le Diapo 9. Voilà, donc là, le composé sur lequel vous avez travaillé, donc c'est le Z-anneau, c'est un TCO, un oxyde transparent conducteur. Donc on peut l'utiliser entre autres pour les applications photovoltaïques. Et donc dans le cadre des applications photovoltaïques, on l'utilise lorsqu'on fabrique une cellule solaire. Donc lorsqu'on fabrique une cellule solaire, on dépose la couche absorbante et au-dessus on dépose une couche TCO, une couche d'oxyde transparent conducteur. Et généralement on utilise donc le Z-anneau. Donc lorsqu'on dit le Z-anneau sur une couche disons sur la couche absorbante, lorsqu'on dépose cette couche-là, elle doit être donc transparente et conductrice. Elle est transparente, donc cette couche-là de Z-anneau, elle est transparente pour quel type, ou plutôt pour quelle particule, et elle est conductrice pour quelle autre particule. Normalement, il y a des particules où cette couche-là doit être transparente et d'autres particules où elle doit être conductrice. Donc, elle peut être donc les types pour laquelle elle peut être conductrice ou bien transparente, c'est ça? Oui. C'est-à-dire elle doit être transparente et conductrice. Elle est transparente pour un type de particule. D'accord? Parce que, oui. Donc, peut-être je dirais que pour la conduction, c'est les électrons. Oui. Or que pour la transparence, ce sont les photons. Les photons, c'est ça. C'est-à-dire que lorsque les photons arrivent, ils doivent trouver devant eux une couche qui est transparente pour qu'ils passent et pour qu'ils arrivent jusqu'à la couche absorbante. Une fois ces photons donc, nous créent des électrons trous, il faut que ces électrons trous soient récupérés. Donc surtout les électrons, ils doivent passer par cette couche transparente. Et cette couche-là, elle doit être conductrice. Elle doit faciliter le passage des électrons. Sinon, donc on a pour la page 28, là pour vous parler, le Z-anneau est un semi-conducteur à gamme directe. Oui, à gamme directe. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire ça? C'est-à-dire, à partir de des bandes d'énergie, oui.
qu'est-ce qu'un gap direct? Oui, pour les ZNO. Ou bien pourquoi? Oui, oui, effectivement, donc le ZNO, il a un gap direct. Donc, puisqu'on a que le minimum de sa bande de conduction et le maximum de la bande de valence, donc se trouve sur le même point de haute symétrie gamma. Donc, on trouve que le minimum et le maximum se trouvent sur le même point de haute symétrie gamma. C'est-à-dire que le minimum et le maximum doivent avoir le même vecteur. Donc, la même longueur d'onde. Le même vecteur, oui. Le même vecteur. D'accord. Oui. Sinon, page 107. Page 107 sur votre manuscrit, je ne sais pas si on peut le voir. Ça bloque. Voilà. Donc, c'est la 107. Voilà, donc on a cette fameuse équation, donc 3,2. C'est une équation qui nous donne normalement la tension de Hall, c'est ça? Et dans cette équation, on a donc un RH qui représente le coefficient de Hall. Généralement, ce coefficient, il a quel signe? Est-ce qu'il est... Le signe, généralement, le signe de RH, c'est Négatif. Négatif. Peut-être négatif ou bien positif. Voilà. Oui, enfin, négatif, dans votre cas, c'est vrai, c'est négatif. Parce que le ZNO, il est de type 1, comme vous le dites. D'accord? Donc c'est négatif. Mais généralement, il est soit négatif, soit positif. Ça dépend du matériau. D'accord? Si on parle du type P, donc on a le RH positif. Voilà. Comme dans notre cas, on est sur le type 1, donc on a trouvé que notre coefficient de Hall est négatif. C'est ça. Donc, c'est à partir donc, du signe de RH qu'on déduit que notre matériau est de type P ou de type 1. C'est ça. Oui. D'accord. Page 118. Voilà, 118. Là où vous dites que le Z1O existe sous plusieurs polymorphes. Il y a 18. Alors, au milieu de la page. Donc, vous dites que le système politaire, donc le Z1O, existe sous plusieurs polymorphes. Donc là, vous parlez de polymorphe, vous ne l'avez pas étudié, mais vous parlez de ça. Donc, qu'est-ce qu'un polymorphe? La structure d'un polymorphe. Parce qu'on a l'amorphe, on a le monocristallin, le polycristallin, l'amorphe et le polymorphe. Ah. Donc, le polymorphe, donc, elle est amorphe et il a des parties cristallines. Ah, voilà. Donc, c'est. Oui, c'est. Donc, on peut dire aussi que c'est un composé à ordre à courte distance. Ah, oui. D'accord. 133. Plusieurs structures. Oui. Il existe sous forme de plusieurs structures. Oui. Et les plus importantes, ce sont celles qu'elle a étudiées, le Wurtzite. D'accord. Mais de façon générale, le polymorphe, c'est un amorphe qui comprend quelques régions cristallines. D'une façon générale, bien sûr, on n'est pas entré dans les détails. Voilà, donc 133. Là, vous parlez de réflexivité.
réflexion optique. Donc la réflectivité, comme on le sait, c'est un phénomène néfaste pour les cellules solaires. D'accord? Et si on veut réduire son effet, qu'est-ce qu'on fait? Pour réduire l'effet néfaste sur les cellules solaires. Oui, sur les cellules solaires. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, il faut en quelque sorte essayer de diminuer cet effet-là. C'est-à-dire lorsque les photons arrivent, il faut qu'on essaye de les faire passer vers la couche absorbante pour qu'ils libèrent les pérélectron-trous. Donc, qu'est-ce qu'on fait généralement lorsqu'on fabrique des cellules solaires? On peut faire quelque chose pour réduire cette réflexivité qui est néfaste pour la propagation photovoltaïque. Peut-être on peut rajouter une couche. Ah, oui, donc une couche anti-reflet. Anti-reflet, oui, on peut faire ça. D'accord. Et avec ça, on peut dire donc réduire l'effet de la réflectivité. Voilà, donc 135, juste après, donc 135. Donc, page 100, donc c'est pas 135. 35. 35. C'est 135. 5. 105. 135. 135. Oui. Donc c'est là où vous dites que le coefficient d'absorption est très faible dans la gamme du spectre visible. Je ne sais pas si... Oui. C'est ça? Oui. Voilà, donc vous dites que le coefficient d'absorption est très faible dans la gamme du spectre visible. Oui, c'est clair. Indiquant une transmission élevée dans cette région. Est-ce que c'est tout le temps vrai lorsque le coefficient d'absorption est faible? Est-ce que ça entraîne directement une transmission élevée? Oui. Hein? Parce qu'on a trois choses. Hein? On a trois choses. Réflexion. Oui. Parce qu'on a trois choses. On a la réflexion, l'absorption et la transmission. Donc, oui. S'il n'y a pas... Si la réflexion n'est pas... Oui. Normalement, oui. Oui. Si on a une réflexion qui est constante ou bien qui est nulle, bien qui est constante. À ce moment-là, si, disons, l'absorption est faible, donc la transmission est élevée. D'accord? Donc, diapo 39, je crois. Diapo 39. Je ne sais pas si je ne suis pas trompé. Page 157 de 39. Là, vous vous dites, donc, un gap direct est situé au même point gamma que le Z1O pur. Voilà, c'est ça. Donc, ouais. En haut, là, un gap direct est situé au même point gamma que le Z1O pur. Donc, expliquez-nous ça. Donc, pour l'azote, donc on a trouvé que pour le Z1O dopé aluminium, on a un gap direct qui se situe, donc le minimum de la bande de conduction et le maximum de la bande de valence se situe aussi sur le même point de haute symétrie gamma, donc comme le Z1O pur. Oui. Donc c'est adossé les points de haute symétrie. Donc pour nos trois concentrations, toujours on a un gap direct sur le même point. D'accord. Donc, oui. Au niveau gamma. Du point gamma, donc il y a toujours donc, le minimum de BC et le maximum de BB, disons, donc le même vecteur. Oui. Hein. Donc, diapo, donc là, DRX, parce que là, j'ai pas vu donc l'alimentation. Normalement, c'est page 186 ou bien diapo de la DRX, la diffraction de DRX. Donc, faites-nous
montrer la diapo, peut-être c'est mieux. Diapo DRX. Diapo DRX. Oui, diapo DRX. Voilà. Maintenant, pour la figure en haut, A, on constate qu'il y a une sorte de bosse entre 25 et 27 degrés. D'accord. C'est dû à quoi cette bosse? Parce qu'il y a des pics, mais il y a quelque chose de... Celle-là oui. Elle est due au substrat amorphe qui est amorphe. Oui, parce que c'est sur le verre. Ouais. Donc c'est des couches déposées sur le verre, et donc comme le verre c'est amorphe. Ouais. Ouais. Donc, et plus, disons, on voit cette bosse-là parce que surtout les couches ne sont pas épaisses. Ouais. D'accord. Ce qui fait que le verre apparaît, donc on le voit à travers cette bosse-là. D'accord. Même question pour la figure suivante. Là où pour la couche de 13 nano, là aussi, au départ, on voit les pics du quartz. Mais après, il n'y a plus pour les couches aussi de 13 nano, on ne voit plus le pic du quartz du substrat. Donc, pourquoi puisqu'on a augmenté l'épaisseur, donc on est arrivé jusqu'à 13 nanomètres. Et lorsque l'épaisseur augmente, donc ça empêche l'émission. Donc, oui, donc ça masque en quelque sorte ça empêche les rayons d'aller jusqu'au substrat. D'accord. Page 188. 188. « 188, oui. Là où vous parlez de taille de cristallite. Taille de cristallite, 188. Voilà, c'est ça. Le D, la taille du cristallite. Donc là, vous dites que nous avons déterminé la taille moyenne des cristallites en utilisant la formule de Dunbar-Sherrin. Donc D est égal à 0,9 lambda sur l'état consinus θ. Donc, les unités, vous les avez indiquées, c'est clair. Θ, c'est en degrés, lambda, c'est en nano, on arrive à avoir une taille de cristalline en nano. Et le bêta, la longueur, la largeur ambientale, ce n'est pas indiqué. Elle est indiquée dans le tableau au-dessus, mais je ne sais pas, est-ce qu'on prend ces valeurs-là du tableau ou bien on prend d'autres valeurs pour le calcul? Non, dans le calcul, on a converti en radian. Ah, en radian. Oui, voilà. Donc, ce n'est pas les valeurs du tableau? Non. Ah, d'accord. Parce que si on utilise ces valeurs-là, on n'arrive pas aux tailles de cristal que vous avez mentionnées. Donc, le bêta, c'est en radian. Donc, page 149, ou bien diapo de la taille des cristallites. Diapo où vous parlez de la taille des cristallites. Voilà, là. Là, on constate qu'il y a une diminution, surtout pour les couches déposées sur quartz, en rouge. Il y a une diminution quand même un peu brusque pour l'épaisseur de 4 nano, pour l'épaisseur de cuivre, c'est de 4 nano. Elle est due à quoi cette diminution, disons, rapide? Elle est due à quoi? Peut-être à la mauvaise cristallinité ou bien la mauvaise formation des cristallites. Ah. Oui, donc là, une
mauvaise cristallisation en quelque sorte. Donc, en quelque sorte qu'il n'y a pas, donc les cristalles ne sont pas bien formés, donc ils nous ont donné quelque chose qui n'est pas, disons, qui n'est pas logique. D'accord? Donc des tailles cristalliques qui ne sont pas réelles. 195, votre mémoire. Là où on voit donc une diminution de la transmittance avec l'augmentation de l'épaisseur de cuivre. Comment vous expliquez ça? Il y a une diminution de la transparence, de la transmittance plutôt. Plus l'épaisseur de cuivre est importante, plus la transmittance diminue. Donc, je peux l'expliquer par la grande cristallinité des couches AGCU. C'est pour ça que donc, plus l'épaisseur augmente, plus donc, la cristallinité augmente. Oui, donc oui, on peut aussi dire que, disons, les couches en quelque sorte ne facilitent pas disons, la transmission des porteurs. Plutôt des particules. D'accord. Donc plus l'épaisseur de la couche de CU est importante, plus il y a que sont un empêchement des particules disons, d'être transmises. Donc 196, page 196. Là, vous parlez de spectre de photoluminescence. 196. Voilà. Là, vous parlez donc de spectre de photoluminescence et vous dites il y a une faible émission dans le domaine du visible. Peut-on justifier donc cette faible émission par l'absence de défaut? Est-ce que là, oui? Donc, s'il y a une faible émission, donc c'est parce que généralement, les défauts favorisent l'émission. D'accord? Du fait que les porteurs, lorsqu'ils rencontrent des défauts, il va y avoir, disons, ça facilite leur recombinaison, donc il y a une émission. Et donc, on peut expliquer ça par l'absence de défaut, effectivement. Là aussi, on constate qu'il y a une diminution de l'émission UV en fonction de l'épaisseur de la couche. Une diminution. Plus la couche de CU est importante, plus il y a une diminution de l'émission UV. Donc, d'après vous, cette diminution est due à quoi? Pourquoi il y a une diminution de l'émission? Elle est due donc à la diminution des défauts. Ah. Puisqu'on a dit c'est l'épaisseur augmente, oui. Donc la cristallinité augmente, oui. Et par conséquent, les défauts diminuent. D'accord. 190, là, vous parlez des propriétés électriques. Donc, le diapo, vous parlez des propriétés électriques, votre diapo. Voilà, les propriétés électriques. Voilà. Là où vous dites tous les échantillons sont de type N. Donc, je ne sais pas ce que vous ne parlez pas de constante de Hall. Donc, normalement, c'est. Ou bien vous avez déduit ça à partir de quelque chose, d'une autre méthode. Non, c'est les propriétés électriques. C'est à partir de l'effet Hall. Ah, voilà. Donc, c'est à partir du signe de la constante du coefficient de Hall. Oui. Ah, d'accord, parce que ce n'est pas indiqué. D'accord. Donc, effectivement, si la constante de Hall a pour. Disons, le signe négatif, à ce moment-là, on déduit que
la conduction, disons, le type est 1. Page 200. Voilà, là où sur voilà, on a 3 figures, donc la résistivité, la concentration du porteur et la mobilité de l'or. Et moi je voudrais surtout parler de la figure au milieu là, où disons on constate que pour une épaisseur de CI de 13 nano, on a une forte augmentation de la concentration du porteur. Avez-vous une explication à cette augmentation rapide de la concentration du porteur? Donc, en augmentant l'épaisseur, on a dit qu'on aura une bonne cristallinité. Et par conséquent, le défaut diminue. Donc, la recombinaison aussi diminue. Et par conséquent, la concentration de porteur augmente. Voilà, donc on a une concentration qui augmente. Voilà, d'accord. Ouais. 203. Donc le tableau 6.2. Oui, voilà le tableau 6. Là c'est ça. Donc là où vous parlez de la mobilité. Et d'après ce tableau, on remarque que la mobilité dehors des porteurs, elle diminue lorsque l'épaisseur augmente. Donc votre explication à cette variation de la mobilité. Lorsque l'épaisseur augmente, la mobilité diminue. Donc je peux l'expliquer par la concentration des porteurs qui augmente. Donc les collisions augmentent. Par conséquent, la mobilité oui. Donc, oui, en quelque sorte, c'est oui. Donc l'augmentation des concentrations, comme on a vu tout avant, dans cette question-là, on a vu que la concentration des porteurs qui augmente, ce qui fait que les collisions augmentent, la dispersion des porteurs augmente, et donc ça se répercute sur la mobilité de ces porteurs-là. Donc la mobilité diminue. Donc 205, page 205. « 205, voilà, figure 6.12. Sur cette figure-là, on constate que pour des longueurs d'onde inférieures à 300 nano, la transmittance est nulle. Donc, dans cette gamme de longueurs d'onde, peut-on dire que l'absorbance est maximale? Peut-être que la transmittance est nulle. Oui. Si? Pourquoi? Donc, oui, c'est vrai. On peut dire que l'absorbance est maximale. Le fait que la transmittance est nulle. L'absorbance est maximale. Oui. C'est en inverse en énergie. L'énergie du gap. Oui. C'est en inverse en énergie. Donc, on aura l'énergie Tana, donc l'énergie du gap. Donc, on a une bonne absorption. On a une absorption. Oui. Et par conséquent, la transmission est nulle. Oui, parce que ces longueurs d'onde-là, c'est la longueur d'onde des photons. Donc, pour des photons qui ont une longueur d'onde inférieure à 300 nanos, donc ils ont une énergie qui est donc supérieure au gap, ce qui fait qu'ils vont être absorbés. Par contre, les photons qui ont une énergie, qui ont une longueur d'onde supérieure à 300, ces longueurs d'onde, ces photons-là
ils ont une énergie inférieure au gap et donc ils ne vont pas être absorbés mais transmis. Donc ça a un rapport avec le gap de notre composé. Donc effectivement, comme vous le dites, c'est l'absorption donc pour des longueurs d'onde inférieures à 3, c'est une absorption maximale qui est due donc au fait que les photons qui ont longueur d'onde inférieure à 300 ont une énergie qui est supérieure au gap. Et comme donc dernière question, votre Z-anneau, c'est un oxyde transparent conducteur. Vous avez fait donc une étude concernant les couches. Vous avez trouvé couche simple d'azote. Vous avez trouvé que ces couches-là ont une transmission donc élevée et une conductivité moyenne. Et lorsque vous avez étudié des couches, vous avez trouvé l'inverse. Une bonne conductivité et une transmission moyenne. Donc, d'après vous, laquelle des deux couches ou bicouches qui peut faire l'objet d'un bon essai? Parce que couche, bonne transmission et conductivité moyenne, bicouche, conductivité moyenne et plutôt bonne conductivité et transmission moyenne. Et donc, si on a à faire le choix entre les deux, donc pour faire un bon TCO, je dirais. Tout dépend de l'application. Bien sûr. Trouver toujours un compromis. Voilà, un compromis. Oui, mais comme vient de dire madame, tout dépend de l'application. Donc, c'est ça. Voilà. Et donc, sur ça, je vous remercie une deuxième fois. Et donc, je souhaite plein de succès pour vos projets futurs. Et j'espère que vous aurez donc l'occasion d'être recruté le plus rapidement possible. Merci. Sur ça, je vous la parole. Merci, professeur Khadija. Ces questions pertinentes qui touchent le fond du travail de la. Donc, je passe maintenant la parole à M. professeur Donc, j'ai beaucoup assisté dans des thèses avec aussi c'est un ami. Généralement, lui, il détaille. Donc, le conseil pour le professeur Stein, si vous voulez mettre en valeur ou bien valoriser un travail, il faut inviter monsieur. Pas de problème. Pour moi, généralement, je pose des questions sur le concept généraux, en général, parce que lui, il est bien penché mieux que moi. Donc, je tiens à remercier madame Staïbi pour honorer, ainsi que toi, pour m'honorer pour cette invitation. Et le choix du sujet qui est intéressant quand même, et d'actualité. Ensuite, je félicite Ahlam, c'est normal. Cette fille, je l'ai vue moi naître et je l'ai vue quand même grandir. Et je l'ai vue fonder un foyer. Donc, tout à fait. Les diapos sont bien animés, bien présentés, il n'y a pas de souci dans ça. Donc, ça résume l'essentiel des travaux. D'un niveau scientifique très excellent. Autre chose, je félicite également la thèse, elle est bien rédigée, elle est bien faite, bien structurée. Beaucoup de résultats, donc je constate pour la première fois ici chez nous également, et dans le laboratoire, laboratoire de physique des matériaux, c'est pour la première fois qu'on fait un travail de volet. Un volet théorique et un volet expérimental. Donc c'est déjà une première chez nous également. Donc félicitations à ça. Bien sûr. Autre chose, voilà. Et comme le veut la tradition, donc je pose moi toujours des questions sur les concepts fondamentaux. Il est bien établi que le dopage avec les différents éléments des Z-anneaux améliore ses propriétés. D'abord, je commence, c'est quoi le dopage? Parce que j'étais en assistant avec moi en TD, c'est bien ça.
Donc je pose des petites questions beaucoup plus pédagogiques. Dites-moi, c'est quoi le dopage d'abord? Donc le dopage, c'est un acte volontaire d'introduire des impuretés, un matériau, afin de modifier ou bien d'améliorer ses propriétés. Le choix de l'aluminium et ce pourcentage, ce fameux pourcentage de 2%. Pourquoi, bien sûr? Pourquoi je mets hors braquette? Hors braquette. Le 2% a été choisi puisque déjà il n'a pas été fait déjà théoriquement. Et on est allé aux faibles concentrations puisque généralement les expérimentateurs travaillent toujours pour les faibles concentrations. Et là même dans notre bicouche, l'azote il est à 2%. Et l'aluminium? Le zénanol, on l'a dopé par 2% aluminium. Ah oui. Et l'aluminium, donc, on l'a choisi pour son importance. Il est bon marché, conducteur, il est transparent. Est-ce que la facilité existe, ou la difficulté, bien sûr, pour le calcul de dopage au-delà de 2% ou de ça de 2%? Déjà, le 2% en lui-même est difficile. Donc, il est difficile d'effectuer un calcul de faible concentration que les fortes concentrations. Question de supercell, de temps de calcul. Tu as beaucoup parlé de gap d'énergie. Non, c'est comme d'hab. C'est quoi le gap? En général, quelle importance? Donc, c'est quoi le gap? Donc, le gap, c'est une énergie qui sépare la bande de conduction à la bande de valence. Donc, c'est une bande d'énergie qui sépare la bande de conduction à la bande de valence. Elle contient des états de défaut, des donneurs, des accepteurs, etc. Tu peux continuer à expliquer le gap direct, gap expliquer tout ça pour nous? Gap direct, indirect. Gap direct, indirect, fondamental, optique. Ok. Donc, le gap optique, c'est la différence entre le niveau de fermé et le maximum de la bande de valence. Autrement dit, c'est le gap fondamental plus le chiffre de Rosbach-Stein, ou bien le décalage. Le gap fondamental, donc c'est le gap normal, donc c'est la différence donc, entre le minimum de la bande de conduction et le maximum de la bande de valence et le minimum de la bande de conduction. Et direct et indirect, donc le gap direct, donc on trouve que les points que le minimum de la bande de conduction et le maximum de la bande de valence se trouvent sur le même point de symétrie. Donc ils ont la même longueur d'onde. Or que pour le gap indirect, se trouve sur des valeurs différentes de points de symétrie. The last question. Pour les bicouches à azote-cuivre, avec différentes épaisseurs de cuivre, bien sûr, quelle est l'épaisseur optimale qui donne les meilleures performances? La plus grande, donc c'est la 13 nanomètres. Ceci dit, merci beaucoup, Monsieur le Président, merci Madame. Merci à vous, professeur Brahim Fakri. Avant de donner la parole au professeur Chekili, je voudrais moi-même dire un mot sur le travail de Ahlam. Donc, tout d'abord, je te félicite, Ahlam. Je suis toujours heureux et content que les gens aient le courage d'entamer un travail dans le domaine de l'expérimental, parce que c'est un vrai parcours de combat. On ne peut pas, sauf si on a les moyens disponibles ou bien chez nous,
ou bien quelqu'un qui peut nous aider à l'étranger pour accomplir un travail expérimental. C'est difficile. Parce que là, il y a beaucoup de résultats. Et donc, les réaliser sur un temps avec entre 2 années jusqu'à 3 années, c'est vraiment extraordinaire. Donc, je vais faire quelques petites remarques. La première remarque, c'est quand on fait un travail, généralement, quand on fait un travail théorique de simulation des propriétés des matériaux, et on fait à côté ou en parallèle une partie expérimentale sur les matériaux, généralement, on doit faire une comparaison entre les propriétés. D'accord? Parce qu'on doit, je ne sais pas, valider un travail par l'autre travail. Et, je ne sais pas, je commence par exemple par la simulation. J'ai des résultats, j'interprète, j'ai des modèles, etc. Puis je fais l'expérimental avec toujours l'espoir de trouver la même chose. Et quand il y a des écarts, il faut expliquer pourquoi. Donc, je pense que le côté HADA, il a été négligé. Il faut le faire. Je ne sais pas, il faut trouver un pont entre les deux. C'est pour valider le travail, sinon, là, il est complètement indépendant et ça perd un petit peu le sens. Donc, il y a quand ils ont intervenu les collègues, vous direz sur la conductivité électronique, elle dépend du temps de relaxation des électrons. Donc, quand on injecte des impuretés, avec chaque fois que la concentration augmente, j'ai une différence sur la valeur de la conductivité. D'accord? Donc, j'ai shifté le côté uniquement l'impureté, le corps étranger que tu as mis dans le ZNO, il a créé une modification dans la conductivité. Il n'est pas le seul. Parce que la conductivité, c'est le libre de parcours moyen. Et le libre de parcours moyen, c'est avec les interactions que fait d'électrons avec les différentes espèces atomiques dans le matériau. Y compris, il y a une diffusion des électrons par les atomes étrangers, les atomes tertiaires à la matrice, des joints de grains, et aussi pour les couches minces, il y a l'interface couche R. L'électron, quand il tombe sur l'interface, il réfléchit. On le compte comme s'il était tombé sur un atome, sur l'interface, parce qu'il est réfléchi. Qui me donne le matériau, quand il tombe sur un atome, il est réfléchi, il va sur l'autre. D'accord? Donc, il y a toute une physique dedans. Donc, si on veut s'intéresser à le fond des choses, il faut aller vers le joint de grain, voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Il faut voir l'interface, comment elle est faite, parce que l'interface lisse, ça n'existe pas. D'accord? Même la méthode, la pulvérisation, on obtient généralement des couches, c'est vrai, propres, d'épaisseur homogène, si on choisit les bonnes conditions, mais il y a toujours des défauts en surface. Ou les défauts en surface, c'est de manière rugosité, parfois elles sont les bienvenues. On n'a pas toujours la même besoin, on cherche à avoir des défauts en surface pour des propriétés ciblées. D'accord? Pour tenir les propriétés thermoélectriques, elle a la figure de mérite. Shifté le CEDEC ou shifté en même temps la conductivité. Déjà, la conductivité, il y a deux parties en principe. Il y a la conductivité électrique et l'autre qui est due au phonome.
est-ce qu'elle a été prise en considération là? Parce que généralement, quand on peut la négliger en fonction du matériau. Est-ce que les ZNO, dopé ou la partie elle a été prise en compte ou là? Parce qu'elle a quand même une influence sur la valeur AZT, la figure de mérite. Donc, le temps de relaxation, comment il a été pris dans la formule. C'est des choses qu'il faut indiquer. C'est des remarques. Je ne sais pas dans les cas comment les valeurs est-ce que ça a été fait ou pas? Est-ce que la conductivité, est-ce que le réseau aussi contribue efficacement à la valeur de la conductivité ou pas? Donc, le facteur de rythme, on va faire le résultat qui est pour la classe, mais juste, je ne l'ai pas mis sur le diapo. Est-ce qu'il a été négligé ou pas? Parce que beaucoup de gens le négligent. Voilà, c'est pour je sais pas, pour des calculs, pour faire rapide. Non, je l'ai fait. Voilà, sinon, je te félicite. C'est très courageux, je le dis, de faire un travail expérimental. Les gens fuient, ils ont changé avec tout le monde fuit le travail expérimental à cause des difficultés qu'on rencontre. Donc, félicitations, quelque chose à faire. Je donne la parole au professeur Chiklibi. Merci. Alors, je commence par remercier les membres de jury, précisément M. Hadji qui est venu de Anna, surtout que la soutenance se fait dans la nuit. C'est-à-dire aussi, j'espère, un bon rétablissement au professeur Touem. J'aurais aimé qu'il soit présent, surtout que la partie expérimentale a été réalisée en collaboration avec lui. Donc, c'est lui qui a suivi de près le travail expérimental. Je suis très satisfaite, comme il a dit le professeur Farhi, de réaliser un travail expérimental et théorique. Donc, depuis que j'ai abandonné l'expérimental et j'ai repris les calculs, j'avais une envie de le faire. Et Ahlam, elle a vraiment réalisé un très bon travail. Une partie expérimentale, une partie théorique. Donc, la partie théorique a été réalisée au laboratoire de physique des matériaux. Et la partie expérimentale, Ahlam, elle était un papillon ou une abeille. Donc, elle faisait ses expériences un petit peu à Naba, à Bougie, à Tunis, les résultats qui venaient d'ailleurs. Mais elle a essayé de rassembler tout son travail pour le présenter. Donc, que ce soit la thèse, elle a rédigé avec une grande précision. L'exposé, il est impressionnant, bien rédigé, bien exposé dans tout. Je la félicite, je lui souhaite bonne continuation. Quoi d'autre? Bonne continuation. Et je vous remercie encore. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Voilà. Tout est bien qui finit bien. Inch'Allah, on va se retirer pour délibérer. On ne va pas vous demander de quitter la salle.
Thank you.